Tout était bon pour justifier la manifestation contre l'islamophobie à l'initiative du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, réputé proche des frères musulmans qui prônent un islam radical et politique. Les spécialistes des pays de l'Est, il est un habitué évidemment de TV Liberté où il vient apporter son expertise et ses connaissances. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Alors le 9 novembre dernier a eu lieu à Paris un sommet très important, un sommet diplomatique. L'objectif, mettre fin à la guerre au Donbass entre Ukrainiens et Russes, une guerre qui dure depuis presque 6 ans maintenant et qui a fait plus de 13 000 morts officiellement. Est-ce que vous pouvez en quelques mots rappeler les raisons de ce conflit au Donbass que TV Liberté a suivi, même sur place, dès 2015. D'ailleurs, la première précision qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas une guerre entre les Ukrainiens et les Russes. C'est une guerre civile à l'intérieur de l'Ukraine entre des populations russes ou russophones et un État kievien qui essaie d'imposer un modèle politique qui ne convient pas à ces populations. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a eu une révolution à Maïdan, donc qui a un coup d'État, qui a fait changer le régime qui était à l'époque dirigé par Viktor Yanukovych, donc on était en 2014, qui avait été élu, en Ukraine. Voilà, qui avait été élu dans des élections qui avaient été reconnues par la communauté internationale. Donc son pouvoir était tout à fait légitime et il devait y avoir des élections présidentielles de toute manière 1 an et ensuite après les négociations 6 mois après. Donc il y a eu un coup d'État. Et ce coup d'État a permis à la Russie, et à Vladimir Poutine, qui a été très opportuniste, de récupérer la Crimée. Et cette récupération de la Crimée a fait que partout dans cette zone qui va en gros du sud-est de l'Ukraine, donc qui va d'Odessa à Kharkov, a fait qu'il y a eu des soulèvements de gens qui se sont dit, mais puisque c'est comme ça, nous aussi on veut devenir des républiques populaires pour pouvoir, pourquoi pas à terme, rejoindre la Fédération de Russie. Donc dans la partie, je dirais, la plus occidentale de cette, appelons ça la Nouvelle-Russie, la répression a été rapide et sanglante, notamment Kolomoïski, l'oligarque, a exterminé toute forme d'opposition pro-russe à Dnipropetrovsk. Kharkov aussi a été remis sous contrôle, mais dans l'est de l'Ukraine, dans la République populaire, donc ce qui devient plus tard la République populaire de Donetsk et de Lugansk, eh bien là, la rébellion l'a emporté. Et il a fallu, non seulement cette rébellion l'a emporté, mais elle a commencé à obtenir des succès militaires significatifs à l'automne 2014 et à l'hiver 2015. De ces succès militaires, donc des républiques autoproclamées, est sorti les accords de Minsk qui ont sauvé en fait l'armée ukrainienne de la débâcle face aux Russes. Et je veux bien souligner que l'OSCE n'a relevé aucune trace de militaires, de troupes russes en République populaire de Donetsk ou en République populaire de Lugansk. Donc ça, c'est le fait de dire que c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est faux. C'est une guerre civile. Et après, que les Russes soutiennent, évidemment, notamment officiellement par des convois humanitaires, que les Russes soutiennent la République autoproclamée, personne ne le nie, de la même manière que Kiev est soutenu par l'OTAN, par les Occidentaux. C'est une guerre civile dans laquelle, comme dans toutes les guerres civiles, il y a des puissances étrangères qui s'immiscent. C'est parfaitement clair. On en vient au sommet du 9 novembre à Paris. Il réunissait les leaders de la Russie, de l'Ukraine, de la France,
et de l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle en langage diplomatique le format Normandie. Alors pour que ça soit là encore bien clair, pourquoi le terme Normandie? Et puis bien évidemment, pourquoi ce format réduit, restreint à 4 nations, je l'ai dit, l'Ukraine et la Russie partie prenante, mais aussi la France et l'Allemagne. En fait, c'est assez simple. Le président Poroshenko est élu, l'ancien président, puisqu'il a perdu les dernières élections, est élu en mai 2014, et la France célèbre les 70 ans du débarquement en Normandie 3 mois après. Donc à ce moment-là, le président ukrainien est invité, Vladimir Poutine est invité, et dans le cadre de cette rencontre, eh bien, les 4 présidents, en fait, y compris la chancelière allemande, se rencontrent dans ce cadre justement des festivités autour de la fête du débarquement en Normandie, d'où le format Normandie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de souligner qu'on a d'un côté le format Normandie, donc qui arrive avant les accords de Minsk, et de l'autre côté les accords de Minsk. Mais les accords de Minsk, contrairement aussi à ce qu'on a beaucoup entendu dans la presse française et internationale, ce sont des accords entre Kiev et les républiques autoproclamées, qui sont signataires de cet accord. Et la Russie est co-signataire comme témoin, comme l'OSCE. Et l'accord est garanti par la France et l'Allemagne. C'est pour ça que, si vous voulez, dans ce format Normandie, il y en a 3 qui commandent et il y en a un qui, en principe, fait ce qu'on lui dit. Et c'est la partie ukrainienne, évidemment. Alors, on continue pour bien toujours comprendre ces enjeux et les contours de ce sommet de Paris. Il y a la question de la Crimée que vous avez évoquée à l'instant. Elle n'entre pas dans le cadre de ce format Normandie. Or, la Russie est montrée aussi du doigt pour avoir annexé ce territoire. Vous l'avez rappelé, c'était en février 2014. Et de l'avoir annexé, rappelons-le aussi, sans heurts. En mars, en fait. En mars, oui. Oui, alors il faut bien voir une chose, c'est que le format Normandie, comme son nom l'indique, c'est un format de rencontre. C'est-à-dire, c'est comme le G7, le G20, ce sont des... mais il n'y a pas eu des accords autour du format de Normandie. Il y a eu des accords à Minsk. Les accords de Minsk ne concernent absolument pas la Crimée. Et de toute manière, vous parlez dans les coulisses du Parlement français, notamment en 2014, j'en ai parlé avec des sénateurs, des députés. Le monde entier a acté que la Crimée était russe et qu'elle ne reviendrait jamais en Ukraine. Donc c'est un faux débat. Et effectivement, Zelensky, donc le nouveau président ukrainien, pour son public, pour sa population, est obligé de parler de la Crimée. Parce qu'il ne peut pas se permettre de dire qu'il prend acte que la Crimée désormais est russe. Mais à aucun moment cela ne concerne les discussions, puisque, encore une fois, les accords de Minsk qui conditionnent la levée des sanctions, l'application des accords de Minsk, ne concernent absolument pas la Crimée. Et je vous dis encore une fois, de toute manière, pour le monde entier, tout le monde a très bien compris que la Crimée était russe définitivement. Pourquoi les Russes sont entrés en Crimée? On dit très clairement que c'était tout simplement pour ne pas que le port de Sébastopol tombe aux mains de l'OTAN. Je pense qu'il y a un faisceau de raisons. Il y a un principe déjà de la politique russe, c'est qu'ils n'interviennent que dans les zones et les territoires qu'ils contrôlent politiquement. Or, vous voyez la composition du Parlement de Crimée, puisque la République de Crimée avait déjà un statut particulier à l'intérieur de l'Ukraine. Eh bien, je crois sur 100 députés, il y avait 96 députés qu'on pouvait considérer comme pro-russes. Donc les Russes étaient certains d'arriver dans un territoire qu'ils contrôleraient totalement politiquement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que sur les 22 000 soldats ukrainiens qui étaient stationnés en Crimée, 20 000 rejoignent l'armée russe. 20 000. Il n'y en a que 2 000 qui sont rentrés à Kiev, et dont, si on en croit les confidences de certains, c'est parce que surtout leur famille était en Ukraine et qu'ils avaient peur pour leur famille. Et la population, le référendum qui a eu lieu a clairement donné, qui est tout à fait légitime à mon avis, a clairement donné la direction que voulait suivre la population criméenne, c'est-à-dire de rejoindre la mère patrie, c'est-à-dire la Russie. Et pour avoir passé mes vacances en Crimée, j'y suis allé en voiture, donc j'ai pas mal circulé pendant 20 jours il y a un an, je n'ai pas vu un policier, je n'ai pas vu un militaire. J'en vois beaucoup plus à Paris que j'en vois en Crimée. Et donc le pays n'est pas du tout tenu par la force ou par la répression. Il y avait des fresques où on voyait la photo de Vladimir Poutine dans des petites routes pas éclairées où il y avait personne. Je n'ai pas vu un tag sur ces fresques. Donc, comme en France. Alors, ce sommet du 9 novembre s'est déroulé à Paris, bien évidemment. Il a été salué par Vladimir Poutine. Est-ce qu'il se situe? Alors finalement, ces discussions, elles se situent dans la droite ligne, vous avez dit, des accords de Minsk, signés en septembre 2014, puis de Minsk II, qui
date de février 2015. En fait, l'ensemble de ces protocoles, si on est bien d'accord, visaient à l'instauration d'un plan de paix. C'est ça. Sauf que, bien évidemment, ils n'ont pas abouti. Est-ce que ces nouvelles discussions peuvent entraîner des nouvelles avancées? Il faut voir que lorsque Poroshenko signe les accords de Minsk, il vient de subir 2 graves défaites militaires. Il y a eu d'abord Minsk 1 à l'automne, après ce qu'on appelait le chaudron d'Ilovaisk, où l'armée ukrainienne s'est fait massacrer sur place pour différentes raisons, notamment le commandement, la faible combativité, etc. Et ensuite, il y a eu Debaltsevo, qui était un drame pour l'armée ukrainienne, notamment parce que toutes les réserves de munitions qu'ils avaient accumulées pour essayer de couper Donetsk de la frontière russe, eh bien, sont passées entre les mains des Russes, y compris des systèmes de détection anti-artillerie qui avaient été donnés par les Américains, qui, je peux vous le garantir, sont allés directement dans les laboratoires à Moscou pour y être étudiés. Donc ça a été une véritable catastrophe de cette défaite. Et les armées des républiques de Donetsk et de Lugansk ont été arrêtées grâce à ces accords. Voilà. Mais cet accord a été suivi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'accord 2202, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'alternative à ces accords. Or, dans ces accords, il y a une chronologie que les Ukrainiens, et jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à visiblement le discours a changé, les Français et les Allemands faisaient semblant de ne pas avoir lu. Et la chronologie, c'est-à-dire d'abord une amnistie, un échange de prisonniers, une loi, changement constitutionnel en Ukraine pour donner une autonomie substantielle aux républiques autoproclamées, et enfin, et uniquement à la fin, la restitution des frontières. Et évidemment, les Kieviens, enfin en tout cas le régime, jusqu'à présent, voulait commencer par la fin. Le problème, c'est que les Russes, eux, disent non, nous, on veut l'application des accords de Minsk et on n'en changera pas un point. Il y a eu ce qui a été donné comme la formule Steinmeier, qui a été présentée il y a 2 ans, pour un peu adoucir la pilule, en disant le statut d'autonomie sera donné de manière temporaire et il sera donné de manière définitive une fois que l'OSCE aura reconnu la validité des élections qui auront lieu, qu'elles n'ont pas été truquées, etc. C'était ça la formule Steinmeier, mais en fait la formule Steinmeier, c'est pour faire passer la grosse pilule des accords de Minsk, qui sont encore une fois des accords d'un régime qui avait perdu la guerre. Et le problème, c'est que lorsque ces accords ont été signés, ce qu'il y avait dans la tête des élites kieviennes, c'était ce qu'ils appelaient la solution croate, qui était ouvertement revendiquée par Loutsenko, qui était proche de Poroshenko, par des représentants des services secrets ukrainiens du SBU, et qui jusqu'à aujourd'hui est le rêve, le fantasme. C'est-à-dire la solution croate, c'est quoi ? En 92-93, les Croates perdent la guerre contre les Serbes de Krajina, c'est un morceau de la Croatie d'aujourd'hui, et ils signent un accord de paix avec les Serbes de Krajina. Les Serbes pensent que c'est terminé. Pendant 2 ans, la Croatie se rééquipe avec le soutien allemand et américain essentiellement, et lance une offensive et épure ethniquement la Krajina. Voilà, 250 000 personnes sont épurées de la Krajina. Et le rêve ouvert des élites kieviennes, c'était de refaire la même chose. C'est-à-dire, OK, on a perdu la guerre, on va se réarmer avec l'aide des Occidentaux et on va épurer ethniquement le Donbass, puisque de manière, ils détestent, il faut écouter le discours ce que j'appelle moi les ukro-nazis, ils haïssent les gens, ils les méprisent, pour eux c'est des sous-hommes, ceux qui vivent à Donetsk ou à Lugansk. Et donc, le plan, en fait, c'était ça. Et le lendemain de la signature des accords de Minsk, Pavel Klimkin, qui est le ministre des Affaires étrangères, donc rend compte des négociations devant la Rada. Et là, il se fait insulter par Yarosh, par les nationalistes, et il dit « Mais de toute manière, le statut d'autonomie du Donbass n'est pas une obligation, c'est une recommandation ». Donc, dès le lendemain de la signature des accords de Minsk, Kiev avait décidé de ne pas les appliquer. Et aujourd'hui, en fait, les manifestations qui ont lieu, dont certaines à Paris, contre Zelensky, c'est parce qu'ils ne veulent toujours pas appliquer les accords que Petro Poroshenko a signés, que maintenant Petro Poroshenko dénonce. Parce que, encore une fois, dans leur tête, c'était la solution croate, l'épuration ethnique du Donbass. Mais on n'épure pas 250 000 Serbes comme on épure 4 millions d'habitants du Donbass. C'est pas du tout la même taille. La capitale de la Serbie de Krajina, c'était 12 000 habitants. À Donetsk, au début de la guerre, il y a 1 600 000 habitants. Donc cette espèce de fantasme totalement irréaliste du régime kievien de l'époque justement est irréalisable et ne sera pas réalisé. Sommet de Paris, des engagements humanitaires, des engagements militaires, des négociations des conditions politiques et sécuritaires pour les présider aux futures élections. Est-ce que tout ça va dans le bon sens ? Et je parlerai de celui qui est absent du débat depuis que nous avons commencé cet entretien. Ce sont les États-Unis. Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont, au format Normandie, disons, des représentants, des personnes ou des pays qui sont susceptibles d'être porteurs de leur message?
Alors, donc, en ce qui concerne les États-Unis, il faut comprendre une chose, c'est que même si c'est eux qui sont à la manœuvre, ils n'ont jamais voulu être en première ligne vis-à-vis de ce problème, pour faire croire que c'était les Européens qui géraient le problème. Mais si vous vous souvenez de ce qu'avait dit Victoria Nuland dans une conversation téléphonique qui avait été enregistrée, ce qu'elle pensait de l'Union européenne, je ne vais pas le répéter sur votre chaîne, Vous pouvez, hein. Fuck the EU, hein, voilà ce qu'elle pensait de l'Union européenne. Donc ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre depuis le début, ça leur a coûté 5 milliards de dollars, c'était dit officiellement, publiquement. Les services secrets ukrainiens sont totalement sous la coupe de la CIA, donc c'est eux qui sont à la manœuvre. Mais ils ne veulent pas, et surtout au moment des accords de Minsk, ils ne voulaient pas être ceux qui allaient signer l'accord, parce que c'était une défaite militaire grave d'une armée qu'ils soutenaient de toutes leurs forces. Enfin, pas de toutes leurs forces, mais substantiellement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le but de Zelensky, c'est de faire rentrer les États-Unis et l'Angleterre, notamment, à l'intérieur du format Normandie. Mais eux ne veulent pas. Ils ne veulent pas gérer une situation qu'ils sont en train de perdre. Et aujourd'hui, en plus, tout le monde est fatigué de l'Ukraine. L'Allemagne en a jusque-là. Les industriels allemands, notamment les Bavarois que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent toujours pas travailler avec la Russie. Donc les gens ont envie de refaire des affaires avec la Russie comme avant. C'est pour ça que Bruno Le Maire était à Moscou il y a 2 jours en disant qu'il allait essayer de contourner les sanctions. Enfin, pour un pays souverain, c'est quand même assez délirant d'être obligé de contourner les sanctions qu'on s'est soi-même infligées. Bon, en même temps, c'est la pensée printemps, c'est la pensée printemps. Un nouveau format est donc prévu dans 4 mois, c'est une nouvelle réunion. L'intérêt de l'Ukraine, on le voit bien, c'est de relancer son industrie au plus vite, la situation économique étant catastrophique. Quel est l'intérêt de la Russie, où la situation économique n'est pas bonne ? Est-ce que c'est mettre fin aux sanctions européennes? C'est ça l'objectif? Alors moi sur la situation économique de la Russie, je pense qu'elle est bonne. Je pense que comme nous l'avions déjà dit, la Russie est en train de changer de modèle économique. Elle passe d'un modèle tiré par la consommation, par la vente des hydrocarbures, à un modèle productif, un peu sur le modèle allemand, passe du modèle français au modèle allemand. Et cette transition est en train de s'achever et je pense que la Russie, dont tous les indicateurs économiques sont au vert, pas de chômage, les plus grandes réserves de manifestations quand même. Oui, enfin des manifestations insignifiantes. Enfin, je veux dire, sur une ville de 15 millions d'habitants, vous avez tant bien que mal réussi à mobiliser 25 000 personnes autour d'un concert de rap. Russe en plus, voilà, c'est pas génial. Ça fera pas trembler ni Vladimir Poutine ni ses ministres. Donc la situation économique, au contraire de la Russie, est bonne. C'est pour ça d'ailleurs que Bruno Le Maire se rend là-bas, parce qu'en fait on voit que il y a eu un article dans Forbes qui a été publié il y a 15 jours, où justement l'économiste en question, qui était un trader, disait mais en fait les obligations russes sont les plus rentables du marché. Vous faites du 6%, et avec un pays qui n'est pas endetté, qui a les deuxièmes réserves de change au monde derrière la Chine, devant l'Arabie Saoudite désormais, qui a du chômage à 4,5%. Non, la situation économique de la Russie est très bonne, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont les Russes qui ont toutes les cartes dans les mains, et que finalement c'est les Français et les Allemands qui, eux, aimeraient bien sortir de ce bourbier ukrainien. Alors, sortir du bourbier, c'est un changement d'attitude et on glose énormément sur le rôle de la France et du président Macron dans ce qu'on appelle un virage pro-russe. Pensez-vous crédible que l'intervention de la France pour amener, par exemple, la Russie dans le G7, qui redeviendrait le G8, est subordonnée à l'obligation pour le président Poutine de régler le conflit au Donbass? Déjà, la Russie, je ne suis pas persuadé que la Russie ait vraiment envie de revenir dans le G8. D'ailleurs, Sergei Lavrov a dit qu'il n'était pas intéressé. Désormais, les formats de discussion ne peuvent pas se passer de pays comme le Brésil, de pays comme la Chine. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Le grand rendez-vous, c'est le G20. Et là, personne ne peut en exclure la Russie. Je pense qu'au contraire, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que la France est isolée. Son projet de souveraineté européenne, les Allemands n'en veulent pas. Il n'y a plus de relations avec les États-Unis. La Chine, on essaie tant bien que mal de faire quelque chose, mais en gros, c'est le partenaire privilégié aujourd'hui, c'est la Russie. Donc, on est plutôt dans la situation inverse. Maintenant, qu'il y a une volonté désormais d'Emmanuel Macron et de son entourage de se rapprocher de la Russie, j'y crois. Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a des freins énormes au sein du Quai d'Orsay, au sein du ministère de la Défense. Enfin, il suffit d'écouter les interventions des différents spécialistes, les think tankers, comme on les appelle, pour se rendre compte qu'il y a un état profond. Je parle des termes qu'a utilisé
lui-même, Emmanuel Macron à Brégançon, il y a un État profond en France qui ne veut pas que la France se rapproche de la Russie. Et est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir s'opposer à cet État profond ? Je ne sais pas. Je crois à sa sincérité. Est-ce qu'il en a les moyens ? Il faudrait marquer le coup, comme par exemple, excusez-moi, mais virer Le Drian des Affaires étrangères, qui est à la fois incompétent et hostile. Voilà, maintenant, il faut mettre quelqu'un de sérieux. Au moins, vous vous rapprochez d'Emmanuel Macron, c'est déjà ça. Oui, non, faut pas exagérer non plus. Moi, j'ai donné, comme on dit dans la grande distribution, j'ai donné sa chance au produit lorsqu'il a invité Trump au 14 juillet et Vladimir Poutine à Versailles. Et j'ai pas été le seul. Je connais des tas de journalistes, d'analystes, y compris russes, qui se sont dit, tiens, après tout, peut-être qu'il va faire du Poutine, c'est-à-dire dégager ceux qui l'ont fait roi. Et malheureusement, on en est loin. Et aujourd'hui, même s'il décide de le faire, il est plus dans la position de force qu'il était il y a 2 ans et demi, justement pour s'opposer à son État profond. Alors, il y a quand même des signes de rapprochement de la France avec la Russie. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron se comporte à l'égard de la Russie comme on se comporte à l'égard d'un pays allié, ou est-ce qu'il reste méfiant ? Est-ce que la méfiance est de mise ? Il y a un quotidien qui indiquait récemment que l'Élysée a fait sien ce précepte russe, fait ami avec le loup, mais garde la hache prête. Oui, je crois que surtout qu'avec Emmanuel Macron, on est encore dans le en même temps. C'est-à-dire que la Russie est notre ennemi, en même temps est notre partenaire. En gros, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça encore, je crois qu'il est sincère dans son intention de se rapprocher de la Russie, mais quand est-ce qu'on lève les sanctions ? C'est la question, elle est là. Quand est-ce qu'on lève les sanctions ? Et surtout, on revient au problème de l'OTAN. Qui est notre ennemi ? On est dans un monde de plus en plus schmittien, au sens de Carl Schmitt, donc il faut définir l'ennemi. Or, on est dans une alliance militaire où chaque membre a son ennemi à lui. L'ennemi des Turcs, c'est les Kurdes, potentiellement les Grecs, à cause de Chypre. L'ennemi des Baltes et des Polonais, c'est la Russie, comme ils le pensent. Notre ennemi à nous, c'est ceux qui nous tuent dans les rues, dans les terrasses des cafés. Voilà. C'est le salafisme, c'est ces mouvements radicaux qu'on a d'ailleurs pour partie générés. Voilà. Donc en fait, on est dans une alliance militaire qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne sait pas qui est l'ennemi. C'est complètement débile. Pardon, je parle un peu comme Charles Gave, mais c'est complètement idiot. En 1914, on avait une alliance militaire avec l'Angleterre et la Russie, on savait pourquoi. Aujourd'hui, on a une alliance militaire et on ne sait pas pourquoi. Et en plus, cette alliance militaire est dirigée par un pays qui nous menace de sanctions. Notre pays allié, les États-Unis, nous menacent de sanctions. Et donc c'est bien gentil de faire des déclarations sur la mort cérébrale de l'OTAN, dont acte. Quand est-ce qu'on sort de ce truc, de cette vieillerie du 19e siècle, de cette alliance militaire permanente qui est la dernière dans ce genre au monde ? Allez, on va terminer en se fâchant un peu, parce que sinon les téléspectateurs seraient déçus, puis j'aurais pas d'insultes. Et il y a quand même des dossiers annexes qui portent tort à l'image de la Russie, et je me lance dans le monde entier. Prenons comme exemple le sport, et le quotidien Le Monde cette fois-ci, dont on connaît quand même la nuance et le refus du parti pris. Titre « La Russie au banc du sport mondial ». Pourquoi une si énorme fraude à la lutte antidopage ? Les sanctions étaient prévisibles, à moins que nous soyons face à une décision politique. Écoutez, là, je crois qu'on est un peu dans le loup et l'agneau, c'est-à-dire que de toute manière, l'organe d'antidopage international, donc qui est basé au Canada, avait décidé que la Russie, quoi qu'il arrive, ne reviendrait pas tout de suite, en tout cas dans la. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a eu la Rand Corporation, donc qui est un think tank américain très influent, très important, qui est né après la guerre, si je me souviens bien, la Deuxième Guerre mondiale, a publié un rapport en mars sur ce qu'il fallait faire pour contenir la Russie. Et ils ont tiré un constat, c'est que déstabiliser de l'intérieur, c'est raté. Diplomatiquement, c'est raté. Militairement, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc, ils proposaient quelques mesures, dont le fait de radier la Russie de tous les événements sportifs internationaux. On y est. C'est un objectif géopolitique. Vladimir Poutine l'a dit d'ailleurs lors de la rencontre au format Normandie. Le but, c'est que la Russie ne puisse pas bénéficier du prestige d'un pays qui organise la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été une défaite de l'Occident face à la Russie. Ça a été un succès. Il y a eu des dizaines de milliers de supporters, y compris français, 20 000 supporters français, qui ont vu ce que c'était que la Russie de Vladimir Poutine, notamment Moscou.
Et quand ils viennent de Paris, poubelle socialiste, et qu'ils viennent à Moscou, capitale high-tech européenne, c'est dur après de leur assonner toute la journée que la Russie est un pays où les enfants courent pieds nus dans la rue poursuivis par des ours. C'était un succès, c'est évident, sans incident, c'est évident aussi. Néanmoins, il y a quand même des sportifs. J'ai vu des sportives, même les femmes ont pris la parole pour dénoncer, très dépité, cette politique folle du sport russe. Alors moi, je pense que l'erreur initiale de la Russie, une fois de plus, c'est sa naïveté. C'est d'avoir accepté qu'entre l'organisme international antidopage a été fondé, c'est-à-dire au début des années 2010, si je me souviens bien, qu'il soit basé au Canada ou aux États-Unis, ou là c'est au Canada en l'occurrence. C'est des pays avec une corruption qui est institutionnelle à travers le système de lobbying, et donc il était évident que ça allait être utilisé un moyen. Alors c'est le moyen du pauvre, parce qu'effectivement quand on est en position de puissance vis-à-vis de la Russie, on essaie d'influencer de manière diplomatique, on essaie de mettre des sanctions, etc. Et aujourd'hui tout a raté, et il ne reste plus que ça. C'est les sportifs américains ne sont pas dopés. Je vous recommande d'aller voir la liste des produits que prennent les Sir Williams. Il y a eu un piratage. C'est peut-être un dopage individuel, mais pas collectif. Oui, enfin, franchement, vu ce qu'elle a besoin de médicaments il faudrait mieux d'arrêter le sport. C'est donc évidemment que et surtout ce qu'a dit Vladimir Poutine, et la raison là aussi, c'est que je suis désolé, mais c'est que normalement, la punition collective est interdite. Et là, c'est une punition collective, alors qu'aucun de ces athlètes n'ont été contrôlés positifs. Cela dit, il faut quand même nuancer, ils seront autorisés à participer aux épreuves, mais sans être sous le drapeau national et sans. Donc et ça concernera des athlètes qui ne sont pas concernés par les reproches qui sont faits. Voilà. Bon, pour conclure cet entretien par une affirmation étayée du quotidien Le Monde. Moi, j'adore citer le petit Soros illustré. C'est mon quotidien de référence. C'est la Pravda. Non, c'est pire. 30 ans après la fin de la guerre froide, le fossé entre la Russie et l'Occident n'a jamais été aussi grand, affirme le quotidien Le Monde. Partagez-vous ce point de vue, même s'il provient d'un quotidien peut-être un peu partisan? Je ne suis pas d'accord, et de toute manière, je pense que le poids de l'Occident dans le monde d'aujourd'hui et de demain va largement diminuer. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Russie est plus préoccupée de son rapprochement bilatéral avec la Chine, de son rapprochement avec l'Inde, avec l'Asie qui demain va tirer l'économie mondiale. Et je pense que la Russie a compris que justement on va basculer dans un autre monde. Et malheureusement, nous, on est encore au XXe siècle avec des dirigeants qui résonnent encore avec des schémas qui ont déjà 30 ans de retard. Donc je pense que c'est sans objet, voilà. Merci, bonne fête de Noël. Bon retour. J'ai l'habitude de dire, vous habitez à 3 heures de Paris. Oui. À 3 heures de Paris, tout le monde va penser que vous habitez à 50 bornes. Non, vous habitez à Moscou, et donc vous allez rejoindre Moscou. Je pense que je mettrai autant de temps pour aller jusqu'à Charles de Gaulle que pour aller jusqu'à Moscou. Voilà, c'est la dure loi de la vie et les contraintes peut-être nécessaires d'ailleurs. Merci beaucoup, Xavier Moreau. Merci à vous.